Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une machine, donc c'est un graveur laser fibre 30 watts, diode 20 watts, qui sur papier fait de belles promesses. Donc je propose qu'on regarde ça tout de suite. Et petite coupure publicitaire, si ça vous intéresse, il y a un lien en description. Je ne sais pas encore si c'est un lien affilié ou non. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur mobile, faites le petit boost. Ça peut m'aider pour la visibilité de la vidéo et donc pour la pérennité des tests à venir. Et puis, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que propose Hensmaker avec cette D1 Ultra? Donc, il faut savoir déjà que c'est un produit qui, pour le moment, est en précommande. Ça veut dire que la machine que j'ai reçue, moi, est une machine de pré-série. Il est possible qu'il y ait des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, tout simplement, et que c'est pas encore entièrement optimal. Ça, c'est pour la petite alerte. On est donc sur quelque chose qui va être lancé sur Kickstarter. Donc, c'est pas encore lancé. Alors, Hensmaker, ici, on voit premier projet, n'en est pas à sa première machine, c'est une société établie qui propose déjà d'autres modèles, mais vous aurez la possibilité ici, si vous souhaitez acquérir ce produit via Kickstarter, de pouvoir avoir jusqu'à 50% de réduction. Pour ça, vous devez faire un premier dépôt de 50 € pour sécuriser un petit peu les choses. Et vous pouvez, en fonction de différentes options, avoir des réductions qui vont, si vous avez le tarif supérieur à Libert, jusqu'à 50%. Donc par exemple ici pour ce pack-là, le pack standard, en déposant 50 €, on va payer 2000 $ au lieu de presque 4000 $ pour ce produit. Alors, au moment où j'enregistre, le Kickstarter n'est pas encore lancé, donc j'ai pas tous les détails sur la campagne Kickstarter, mais ça permet déjà de regarder quelques caractéristiques. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Un laser double diode, 30 watts en fibre et 20 watts en diode en laser bleu. Alors, il compare ici, pour le dire clairement, ça c'est un Xtool, ça c'est un laser picker. Donc, il compare en disant que le Xtool F1, je ne sais plus exactement lequel, permet la même chose, mais seulement 20 watts. Le laser picker, c'est le laser picker 5, permet la même chose, mais seulement en 20 watts également. On est à la même vitesse de processing. Le prix de départ ici, en fonction, on rentre comme ça. On a un laser classe 1 qui est entièrement fermé. On peut avoir des surfaces plates, des surfaces cylindriques, faire des surfaces en 3D. On regardera ça dans la vidéo. On peut avoir de la découpe. Le spot size, donc le point de précision en laser fibre, on est à 0,03 sur 0,03, la même chose que sur le Xtool, le laser picker est moins fin. Enfin, on a une surface de travail de 22 cm sur 22 cm ou jusqu'à 22 cm sur 80 cm avec le convoyeur. On a une caméra et on a un focus manuel et automatique. Au niveau des prix, donc on le disait, ça dépend un petit peu de ce que vous faites dans la campagne Kickstarter. Puisque là, on parle de la campagne Kickstarter. Le prix qu'ils veulent le vendre pour ce pack standard, c'est 4199 $, mais via Kickstarter, on peut aller jusqu'à 2099 $. On l'a cité avant, avec des réductions, et notamment si on dépose si on fait un premier dépôt. Le pack le plus cher, qui peut monter jusqu'à 6000 $ et qu'on peut avoir moins cher, c'est celui-là. Alors, le laser ne change rien, c'est au niveau des accessoires. Vous avez en plus le rotary, un purificateur d'air, le convoyeur, et vous avez des packs intermédiaires un peu moins chers, par exemple si on n'a que le rotary, ou si on n'a que le convoyeur, ou si on a le rotary et le convoyeur. Donc voilà, ça vous avez un petit peu, c'est un petit peu en fonction de vos besoins. À part ça, on le verra dans la vidéo, vu qu'on a une double diode fibre et diode bleue, on peut faire à peu près ce qu'on veut comme matériau. On a quand même beaucoup de possibilités. Ils disent qu'on peut aller jusqu'à 17 mm en découpe. On a un système de gravure avec un convoyeur comme ça qui permet de travailler sur des surfaces larges et on peut également travailler en batch avec... On a une caméra qui nous permet de voir nos modèles comme ceci. Alors, on peut découper, mais en multipasse. Donc, voilà, ici, ils disent jusqu'à 17 mm, jusqu'à 15 mm dans de l'acrylique et jusqu'à 0,5 mm dans du métal. On a une application qui est dédiée pour Windows et Mac et également
des keynaps sur téléphone mobile, iOS et Android. Et ben, le Rotary, hein, moi je l'ai pas, je peux pas tester avec vous, mais ils disent que c'est un 4 en 1, donc avec la possibilité de faire plusieurs choses, des anneaux comme ça, des boules, des verres, des tasses. On a la possibilité qu'on veut. Et enfin, au niveau du convoyeur, donc on a de base un espace de travail de 22 sur 22, mais on peut aller jusqu'à 22 sur 80. Vous avez ici les détails. Pour le reste, ben, le plus simple, c'est d'aller le regarder. Alors la machine est un petit peu grande et puis c'est un peu compliqué pour mon bras. Vous avez commencé à prendre l'habitude, hein, pas faire le unboxing comme d'habitude, mais vider la boîte sur la table avec ma femme et on se retrouve juste après. Donc déjà, ce que je peux dire, hein, c'est que c'est bien emballé. Et vous voyez, on a des sangles comme ça qui viennent faciliter le retrait de la boîte parce que c'est quand même une machine qui est lourde. Hein. On n'est pas du tout sur quelque chose qui fait cacaille. D'ailleurs, cette partie que vous voyez ici en jaune, je pense que c'est du métal et pas du plastique, mais on va vérifier après. Alors, on va regarder la machine de plus près. Après, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans le carton. Donc, alors, comme vous pouvez le voir ici, on a une belle boîte en carton d'une belle taille quand même. À l'intérieur, je retrouve un manuel qui n'est que en anglais, mais qui est assez simple, je pense en tout cas. On va retrouver une paire de lunettes pour se protéger les yeux. Je suis incapable de dire si ce sont de bonnes paires de lunettes. Moi, j'ai pris l'habitude, moi, je me suis acheté une très bonne paire de lunettes à différents usages, à différentes longueurs d'onde. En tout cas, elles ont l'air de bonne qualité. Elles font en tout cas moins cacaille que ce que j'ai déjà vu avec certains produits chinois. Alors, un câble d'alimentation, donc moi ici, je l'ai reçu en version asiatique. Vous, a priori, si vous la commandez, vous la recevrez en version européenne. Le bloc secteur qui fait 24 volts, 12 ampères, 300 watts. Donc, on est sur quelque chose d'un peu costaud. Une petite plaque pour protéger, donc légèrement en nicombe, hein, si on fait un peu de découpe, ou en tout cas, voilà, pour protéger notre plan de travail. On peut voir que la plaque, pour ce genre de modèle, a une belle surface. L'écran qui est déportable, un petit tournevis, toujours utile. La carte de garantie, au besoin. Un petit peu de matériaux pour les tests, donc on va s'en servir pour faire quelques tests. Une pédale. Alors moi, j'utilise jamais la pédale, mais pour certaines personnes, c'est utile de l'avoir. Alors c'est plutôt dans ce sens-là, hein, puisque le H, il est comme ça. On a une paire de clés, un câble data, donc USB-A vers USB-C, des petites cales de positionnement. Et voilà pour le contenu de la boîte. Alors, regardons maintenant la machine. Donc, question montage, je pense qu'il n'y aura pas des masses à faire. Hein. On va déballer ici la machine. Donc, comme je le disais, elle arrive avec des sangles qui sont très utiles à la fois pour bien maintenir et puis pour pouvoir la sortir facilement depuis le dessus. Comme vous le voyez, la machine a un design spécifique. Alors c'est bien du métal, hein, comme je disais. Ici, on est sur, évidemment, une plaque en plexi, mais qui est quand même très solide. Et les portes et les poignées sont, elles, en métal. Clairement, on est sur une machine qui donne le sentiment et l'impression d'être sur du sérieux et sur du solide. Alors, le design comme il est là, on aime ou on n'aime pas. Moi, ce design un peu industriel, c'est quelque chose qui me plaît quand même plutôt. Je l'aurais bien aimé en orange, hein, ça aurait été mieux avec Technapa, mais voilà, c'est pas mal. Alors, à l'intérieur, vous voyez que c'est protégé et qu'on a encore un cadeau. On a un extracteur d'air supplémentaire, donc qui va venir booster ça, à venir attacher à un purificateur, à une sortie, à une buse, enfin voilà. Donc ça, je vois pas ça souvent avec les lasers fibres, donc je trouve ça bien qu'il donne avec. À l'intérieur, on a justement la buse nécessaire. On a un adaptateur pour la buse en fonction du diamètre. Donc 100 mm à 80 mm, donc on a aussi une buse de 80 mm. Ça, c'est bien qu'il donne la possibilité de s'adapter à notre configuration déjà existante. Des colliers de serrage de 80 et de 100 mm, et donc le petit extracteur hein, qui est là avec. On est sur un débit de 166 m3 par heure. Alors moi, j'ai un système avec un extracteur externe qui fait 700 m3 par heure. Donc, c'est pas forcément celui-là que je vais utiliser. Mais en tout cas, c'est bien de savoir que vous en avez un au besoin. À part l'extracteur, on n'a pas grand-chose à monter. Hein, donc, on peut venir, si on veut, mettre notre petite plaque. Et donc, plutôt adapté si on fait un peu de découpe ou
pas notre plaque et venir fixer nos ailes de positionnement comme ceci. Et outre l'alimentation, il y a deux choses qu'on doit encore mettre pour le montage, donc c'est très rapide. On a l'écran qui est, comme je le disais, déporté, et la pédale si on veut l'utiliser. Alors ça vient s'attacher à l'arrière, hein, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a le petit symbole de l'écran. On vient fixer comme ceci. Ici, on vient brancher l'alimentation et les accessoires. La pédale, par exemple, vient se brancher ici en USB. Bon, avant de l'utiliser, on va quand même faire un petit tour du propriétaire. Bon, alors comme vous le voyez, on est sur une machine avec un caisson fermé. Je l'ai déjà dit, on est sur des matériaux quand même très solides. On est sur du métal sur pratiquement tout. Ici. Évidemment, ça, c'est pas du métal, hein, c'est de l'acrylique. On a ici les poignées sont également en métal. Et alors, petit détail sympa, alors ça aide à l'hermétisation. On a d'ailleurs quelques petites bandes pour empêcher la poussière de partir, hein, des petites brosses. Je vous montre ici plus en détail, mais je ne dirais pas non plus que c'est 100% hermétique, parce que voilà, la porte. Donc on a un petit mécanisme ici qui est aussi en métal, qui permet d'ouvrir et fermer la porte. Mais voilà, ça tient. Mais je ne peux pas vous vendre une hermétisation à 100%. Voilà. Mais je pense quand même que c'est correct. Ça fera le job globalement. Associé à l'extracteur d'air, je pense qu'on est quand même. Alors, malgré tout, hein, gardons en tête que c'est des machines industrielles et que on conseille pas de le mettre à côté de son lit quand on travaille. Il vaut mieux aérer également, soit avec un système d'extraction d'air, soit avec en laissant les fenêtres ouvertes. Voilà, moi je pense que quand on travaille des matériaux comme ça, on doit penser à sa sécurité. Ensuite donc, je le disais, des poignées qui viennent découvrir une porte qui s'ouvre, et ça c'est bien, et elle s'ouvre de manière pratique. Enfin, ça va dépendre de vous, mais les capots en hauteur, hein, les capots qui se soulèvent comme ça, qu'on voit sur ce genre de machine, moi ce que je trouve ennuyant avec ça, c'est que ça nécessite une hauteur vraiment importante, et que cette hauteur, on l'a pas toujours. Voilà, moi par exemple, ça peut rentrer dans un rack chez moi, hein, mais un autre modèle que j'avais pu tester qui avait un capot qui coulisse vers le haut, lui ne permettait pas de rentrer, hein, puisque sinon je savais pas l'ouvrir puisque le capot bloquait. Et donc avec ce système, je peux plus facilement. Alors vous allez me dire oui, mais du coup on a besoin de plus de place en largeur, et c'est vrai. Alors on peut quand même ouvrir simplement comme ça pour mettre notre matériau, hein, si jamais on a quand même pas énormément de place. Mais c'est vrai que la question se pose plus alors en largeur. Alors pour moi, c'est plus facile d'avoir de l'espace sur les côtés qu'en hauteur. Donc ce format me convient plus. Alors je vous montre ici une petite vue plongeante. Donc ça, c'est le laser. Vous pouvez voir ici qu'on a un cache pour la tête laser, et la tête, l'optique est quand même de grande taille. Hein, donc voilà, hein, ça vous permet de voir un petit peu l'optique. Il est de grande taille. Et ici, on peut voir la caméra qui est positionnée là. À l'intérieur des portes, on a également les mêmes petits poils, la même petite brosse qui est censée filtrer et empêcher en tout cas une majeure partie des particules de sortir quand on ferme le capot. Donc on en a au-dessus et en dessous. Et les charnières sont en métal également, donc c'est à noter. C'est plus solide que des charnières en plastique. Alors sur le côté droit, on a un bouton d'arrêt d'urgence, le bouton d'alimentation, le système de verrouillage. Donc là, c'est avec la paire de clés qu'on a reçue. Ça permet d'éviter aux petites mains de venir chipoter alors qu'elles doivent pas. On a une molette pour monter et descendre l'axe. J'ai plutôt l'habitude des boutons up et down, donc à voir à l'utilisation, je vous dirai plus tard, peut-être que c'est mieux. Et une série de connecteurs USB, un pour la clé USB, pour la connexion à l'ordinateur avec le câble data USB-C vers USB-A, pour la pédale, et alors ici, ça je sais pas. Je vais regarder dans le manuel. Ça, c'est pour un accessoire que je n'ai pas, mais qu'on peut avoir, c'est pour le convoyeur. Et ici, c'est pour le purificateur d'air. Donc voilà, comme ça, vous avez, et ça c'est pour le ventilateur, l'extracteur. Moi, j'ai pas de purificateur d'air, j'ai l'extracteur, donc voilà, c'est ici que les choses se placent. Sur l'arrière, donc, pas grand-chose, hein, si ce n'est notre numéro de série, le port pour l'alimentation,
pour brancher l'écran déporté qui est ici et la buse de sortie. Et sur l'autre côté, rien de particulier. Donc une machine à la fois sobre mais quand même relativement complète. Et enfin le petit écran déporté qui peut être positionné, qui a un antidérapant et qui est également, qui fait office de panneau de contrôle. Et ici je vois que ça tourne et on a un petit click key. Donc on regardera à l'utilisation comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà déjà pour le tour des caractéristiques et pour le premier coup d'œil. On va le brancher. Alors après avoir branché le courant, je viens déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence et ça démarre. Alors le ventilateur en fonctionnement fait un certain bruit et d'ailleurs on va prendre la mesure du bruit. Pour ça j'ai mon sonomètre ici. Alors bon, là je parle donc je vais laisser quelques secondes sans parler. Je suis à peu près à 1 mètre. Et on est à peu près à 47 décibels. Au niveau de l'écran, c'est assez lisible. Vous pouvez voir qu'on peut passer d'un mode à l'autre en tournant la petite roue. Et on appuie dessus pour activer la fonction. Pour le moment, il n'y a rien dessus. Donc, j'ai pas mis de clé USB et c'est pas branché au logiciel. Donc, il n'y a pas de choses à démarrer. Mais sinon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il est déporté. C'est plutôt pratique, c'est un peu technologique. Alors au niveau de la recherche, là, je ne sais pas encore à quoi ça sert cette fonction, mais on regardera plus tard. Alors le graveur s'utilise avec un logiciel qui s'appelle M+, qui est fourni par la marque. On peut voir également qu'il y a une application mobile, on la regardera après. Je vais l'installer ici sous Windows et on va regarder. C'est une application gratuite, en tout cas gratuite qui fonctionne avec le graveur, donc c'est pas mal, ça évite de devoir acheter une application tierce comme Lightburn qui commence à devenir vraiment très très cher et notamment avec une licence Galvo, puisqu'ici on est sur un laser Galvo où ça coûte quand même vraiment cher. Alors malheureusement, peut-être que ça changera, mais pour le moment, ce logiciel n'est que en anglais ou en chinois. Et voilà à quoi ça ressemble quand on le démarre. Alors on va venir voir dans les paramètres. Donc là, ici, on voit qu'on peut venir choisir notre unité. On va travailler en millimètres, c'est très bien. Auto-snapping pour le canevas, ça veut dire est-ce qu'on veut qu'il y ait une grille magnétique sur notre espace de travail? Je vais dire oui. Au niveau des langues, on n'a pas plus le choix une fois l'installation, l'application installée, c'est anglais ou chinois. Le chinois, je ne maîtrise pas trop, donc on va laisser anglais. On a quelques options plus avancées au niveau des fichiers. Par exemple, si on veut qu'il y ait un parsing plus précis des fichiers DXF, savoir si dans les DXF, on applique une tolérance pour le système de fermeture automatique, si jamais le DXF n'est pas entièrement fermé. Voilà, donc ça, ce sont des options à explorer. Et enfin, on peut venir mettre à jour le firmware ou flasher le software via via ce menu-là. Au moment où j'enregistre, on est sur la version du 29 septembre, c'est la version 1.0.3.0. Alors, on va faire un nouveau projet. Le périphérique n'est pas connecté, donc là, je l'ai branché en USB. Je vais cliquer ici pour qu'il cherche le périphérique. Il scanne et il a trouvé ici mon D1 Ultra. Et voilà, donc la connexion était très très facile. J'ai accès à une série de paramètres. Je peux activer ou non, donc la lumière de remplissage, il active un buzzer ou non. Au niveau du cadrage, on peut venir mettre la valeur de luminosité, ça c'est pas mal. On peut venir monter ou descendre l'axe X avec des valeurs qu'on introduit manuellement. Ok, voilà, ça c'est pas mal. Et au niveau du Wi-Fi, donc maintenant il est branché avec la clé USB, mais je peux tout à fait maintenant le lier à mon Wi-Fi, comme ça, prochaine fois, je n'aurai pas besoin de le brancher avec le câble USB et je pourrais le placer où je veux et continuer à utiliser ça depuis mon ordinateur qui n'est pas placé juste à côté. Alors, je viens mettre mes paramètres Wi-Fi et on va essayer tout de suite. Je vais éteindre le laser et le rallumer et voir s'il peut se connecter en Wi-Fi avec une autre adresse IP. Donc ici, vous voyez que l'adresse IP que j'ai, c'est 192.168.12.1. C'est pas mon sous-domaine, donc ça c'est l'adresse IP du laser, du domaine du laser, qui prend en émulant finalement un port réseau avec le port USB. J'ai débranché et je vais redémarrer le laser. Et vous voyez que maintenant il m'a trouvé une autre adresse IP, donc voilà, maintenant il est configuré en Wi-Fi, et c'est très bien. Donc, alors,
Je vois ici qu'on a Plain Processing, ça veut dire qu'on a différentes options pour le traitement. Plain Processing, c'est classique, hein, on vient graver de manière classique. Rotate Accessory, donc là, c'est si on a un Rotary, j'en ai pas avec, donc il n'y aura pas de test Rotary dans le cadre de cette vidéo. Peut-être une seconde vidéo si je reçois les accessoires après. Alors, un traitement à grande échelle, on va regarder ce que c'est après. Le Positioning Processing, ça c'est un batch filling, on va regarder ça également après. Et 3D Processing, c'est où il va suivre la hauteur. Donc on va commencer par faire 2-3 petits tests dans le mode de Plain Processing. Au niveau des options sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Donc on peut faire un nouveau projet. J'aime bien, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs projets avec les onglets, hein. Vous voyez ça ici. Je peux venir enregistrer mon projet, ça a un nom de, enfin ça a une extension HMP, d'accord. Venir sauver sous au besoin. Et on a une bibliothèque de matériaux qui va probablement s'activer une fois qu'on aura choisi quelque chose à graver. Ensuite, on a un bouton pour l'autofocus et un bouton pour la caméra qui nous permet d'avoir une vue sur notre espace de travail. Ça aussi, c'est plutôt confortable. Sur les côtés, au niveau des options, on peut donc importer une image. Et une fois l'image importée, vous voyez que sur le côté ici, on a une série de choses qu'on peut faire. Par exemple, dire que ce type, c'est une image de type bitmap, donc c'est pas un vecteur. On l'exécute lorsqu'on lance le marquage ou on l'ignore. On vient choisir quel type de traitement on va impliquer. Alors ici, comme c'est une image bitmap, il n'a que ligne. Si c'est un vecteur, on pourrait faire remplissage. On vient choisir la densité de gravure. On vient choisir le type de diode utilisé. Là, alors c'est marqué IR, mais en fait, c'est pas infrarouge, hein, c'est un fibre ou diode laser. Donc ici, c'est un problème de traduction, je pense. Et diode laser, et puis les paramètres là-dessus. On peut faire une prévisualisation, donc quelques paramètres qui peuvent être appliqués. On peut venir toujours appliquer des filtres à notre image. Par exemple, si on veut faire un embossing, donc c'est-à-dire le graver en relief, hop, on peut appliquer ça ici avec les filtres ou un filtre halftone au besoin. On peut venir tracer l'image pour le transformer en vecteur. Alors là, ça prend un petit peu du temps, mais vous voyez que du coup, cette image, je peux la supprimer et j'ai la version vecteur qui apparaît. Et là, je peux travailler sur les vecteurs et par exemple le mettre en mode remplissage si j'ai envie. Et vous voyez qu'il voit ici que c'est un vecteur. Enfin, je peux encore cropper ou ajuster les paramètres de luminosité, inverser les couleurs par exemple si on veut faire une gravure en relief également. Voilà, donc ça, on a différentes opérations possibles sur l'image. Alors, on peut également venir rajouter du texte. Je viens écrire ce que je veux ici. Je choisis si je veux que le texte soit rempli ou si ce soit simplement des lignes. Là encore, j'ai les paramètres sur la densité, quel type de diode je vais utiliser. Et donc, vous voyez, on a aussi ce côté qui est pratique, c'est qu'on peut utiliser les deux diodes en même temps. Par exemple, je pourrais décider si j'ai une plaque en bois sur laquelle il y a déjà une partie de métal dessus. Je pourrais décider de graver une image sur le métal avec la diode, avec le fibre, et en même temps demander de faire une découpe sur le bois autour. Hein, donc ça, c'est un usage. C'est plutôt bien si le cas d'usage le permet ou voilà. En tout cas, c'est bien. Je peux venir changer les polices. Alors, ce sont les polices que j'ai d'installer sur mon système. Donc, je peux venir installer d'autres polices au besoin. Et on a la graisse de la police. Donc ici, c'est en normal. Si la police propose une graisse différente, j'ai accès à toutes les graisses, donc gras, etc. Ensuite, j'ai une série de formes que je peux tracer moi-même, on ne sait jamais si j'en ai besoin. Et j'ai une plume pour venir tracer moi-même mon vecteur. Imaginons que j'ai besoin de ça également. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup puisque habituellement, je fais mes vecteurs dans Illustrator. Mais bon, hein, ça vous permet déjà de faire un petit peu quelque chose de ce côté-là. Au niveau de l'outil Shape, on a quelques formes prédéfinies. Voilà, ici, ils disent Festival. On en a plus en cliquant ici. Si on a envie de graver une chauve-souris, voilà, on l'a ici. Donc on a des formes. C'est une petite bibliothèque, hein. Il n'y en a pas des milliers, mais bon, hein, si ça peut toujours être utile à certains projets. On peut venir générer des codes QR ou des codes barres, et ça, c'est plutôt pratique.
Et on a un paramètre de correction des erreurs, de niveau de correction des erreurs, pour avoir plus de précision dans le code barre ou dans le code QR. L'outil drag nous permet de venir déplacer notre zone de travail comme ça au besoin. L'outil de sélection nous permet de venir sélectionner. Et alors ici, les calques, ça permet de venir choisir deux objets différemment dans le calque. Et on peut appliquer une couleur de calque différente. Ça, c'est un peu comme dans Lightburn. Et évidemment, une couleur de calque, ce n'est pas uniquement pour avoir une couleur de calque, mais c'est aussi à une couleur est associée une série de paramètres. Et enfin, on a également deux options ici. L'option relief permet alors de graver en relief sur des objets, sur du bois, sur du métal, qu'il permet grâce aux fibres. On a déjà une bibliothèque avec quelques motifs en relief. Sinon, on doit faire un traitement de l'image pour que l'image puisse être en relief. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein, on a quelques motifs sympas à faire ici. Et enfin, IA nous ouvre un autre site web, le Ensmaker AI Creative Generator, qui permet de générer 20 images gratuitement par jour. Mais pour ça, on doit se connecter. Donc on doit créer un compte. Et puis on vient d'écrire, donc alors c'est en anglais. Je testerai après si on écrit en français. Voilà, donc dans la partie test, on verra ça après. On peut choisir le style, réaliste, peinture à huile, animation, cyberpunk, futuriste, générer. On choisit celle qu'on préfère parmi 4 et hop, on la télécharge. Bon, et en fait, 20 images, en fait, on a droit à 5 générations et ça crée à chaque fois 4 images. Donc 5 x 4, 20, ça fait les 20 images par jour. Alors, avant de l'utiliser, je vois que je peux cacher le firmware, donc je me dis que c'est bien de voir ça avec vous. Je viens télécharger les deux fichiers Flash, Flash Software, Flash Firmware. Mon graveur est connecté et je viens ici sur la petite maison, la roue crantée, dans Developer Settings et je viens cliquer sur les parties respectives. Donc d'abord Flash Software, je viens prendre le fichier et le mets à jour. Ensuite, je viens prendre la même chose avec le firmware. Ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, il me dit de redémarrer mon périphérique. Bon, voilà, on est prêt avec les tests. Alors, on va commencer avec le mode Plain Processing et on va faire un test de découpe avec le diode, un test de gravure et un test de gravure, un ou plusieurs tests de gravure avec le fibre. Je vais commencer par reprendre une photo de ma zone de travail. Et on va commencer avec la découpe du bois. Donc, je vais placer la petite plaque de découpe. Alors, voilà, la plaque est mise. Je peux venir la fixer avec les vis si je veux, mais c'est pas absolument nécessaire. Je vais quand même le faire par sécurité et je vais trouver un bon morceau de bois à essayer de découper. Bon, alors ce genre d'appareil n'étant pas prévu pour faire, alors ici sur la pub ils disent qu'on peut couper jusqu'à 17 mm dans du bois parce qu'on a un laser 20 watts et donc je veux bien tout à fait bien les entendre, mais voilà, j'ai pas trouvé de bois chez moi de 17 mm à tester. On va déjà tester sur une plaque plus modeste, donc ici c'est du 3 mm puisque je pense que c'est plutôt dans ce genre de cas d'usage qu'on va l'utiliser de manière régulière. Alors j'ai fait ici la prévisualisation de mon espace de travail. Je viens cliquer ici pour faire l'autofocus. Il a fixé son autofocus. Je vais, vu qu'il a déplacé sa tête, venir reprendre une photo de l'espace de travail. Et je vais découper ce petit cercle ici. Donc c'est simplement un petit cercle que j'ai pris là, en mode diode à 100%. Par contre, ici, j'ai des vitesses en millimètres par seconde et uniquement à partir de 100 millimètres par seconde. Ce qui est un peu rapide pour de la découpe. Donc, je pense qu'il va falloir le faire en plusieurs passes. Alors, on va d'abord tester en une passe. Si on clique ici, on peut avoir un cadre de prévisualisation qui tourne à une certaine vitesse. Vous choisissez la vitesse. Et vous voyez ici le cadre de prévisualisation sur l'objet. Ça nous permet de voir où on en est. Je vais faire d'abord une tentative de découpe à 100% à 100 mm par seconde en une passe. Ça a marqué très clairement, ça c'est bien. Par contre, c'est effectivement pas suffisant pour la découpe. Donc, il faudra le faire en plusieurs passes parce que il faudrait pouvoir régler 100 mm par minute et mettre 100 mm par minute. Mais je ne sais pas descendre plus bas que le 100 mm par seconde. Donc, pour la marque, une petite info. Donner la possibilité de pouvoir régler en millimètres par minute quand on utilise le diode laser, puisqu'on n'est pas sur les mêmes
grandeur de vitesse qu'avec le fibre. Je vais essayer en 10 passes. Je vais déplacer mon cercle, voilà, ici. Et c'est parti. En 10 passes, ça a plus marqué dedans, mais ça découpe pas encore. Alors techniquement, hein, si on veut garder le rapport de proportion, il faudrait faire en 60 passes. On va essayer. Alors, il n'a pas fallu 60 passes, il en a fallu 20, mais ça a découpé. Voilà pour la découpe. Après, pour moi, comme je l'ai dit, même si c'est possible, les fonctions de découpe sont pour moi plutôt accessoires sur ce genre d'outils, plutôt que, enfin voilà, c'est plutôt un truc qui est bien à voir en plus. Je ne prendrai pas cette machine si je veux uniquement faire de la découpe. Alors, tant qu'on teste la gravure à plat, je vais faire un petit porte-clés. Je viens refaire mon autofocus, puisque ma hauteur de travail a changé, hein, puisque j'ai changé de pièce. Et on va se servir de la bibliothèque de forme pour faire un petit porte-clés de Noël par exemple, comme ceci. Je viens régler mes paramètres. Bon, alors là, maintenant la bibliothèque de matériel fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne, tant mieux. Je vais choisir dans du bois. Et vous voyez qu'on a des grilles donc là je suis sur du basswood. Et vous voyez qu'on a des grilles de paramètres qui nous permettent de savoir et d'indiquer. Donc ça c'est bien. Je viens choisir ici celle qui me paraît la plus appropriée, celle que je préfère. Il adapte les paramètres. Je fais ma prévisualisation. Et c'est parti. Bon, alors comme vous le voyez, ça grave un peu plus fort que ce qu'il y avait sur l'image. Après, c'était peut-être pas le même bois non plus, hein. Donc j'ai pris comme ça, enfin un peuplier. C'était pas du tout du peuplier ici, mais il faut trouver nos paramètres. Je vais essayer de regraver le même avec les mêmes paramètres, mais sur du peuplier. Je viens refaire mon autofocus et c'est reparti. Bon, ben finalement, hein, le graveur, il grave fort en fait, hein. Je pense que il faut quand même un petit peu voir les paramètres et notamment eux, si on se sert de leurs paramètres, parce que ben comme vous voyez, ça grave quand même pas mal. J'ai fait pas mal de tests en mettant moins de puissance, moins de vitesse, etc. Bon, le bois que vous utilisez ici, c'est un aggloméré de bois. En fait, il y a des zones où le bois marque moins bien parce qu'il y a des nervures plus dures. Mais j'ai fini par avoir un bon résultat ici, plus ou moins. Donc, ben voilà un petit peu les différents essais que j'ai pu faire. Maintenant, on va tester le laser fibre avec un petit patch comme ceci en cuir. Et on va tester ici avec le module infra. Alors ils disent hier, mais c'est fibre, comme ceci. Je viens bien choisir le module fibre et c'est parti. Bon, alors là, vous le voyez, ça fonctionne à merveille. Je vais maintenant tester une petite découpe dans de l'acrylique. Alors, je vais faire la découpe de ce chat. Je dois le faire avec le laser diode, hein, puisque découper de l'acrylique, c'est pas top avec un laser fibre, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Je vais mettre une puissance à 100%. Par contre, la vitesse, je pense, bloqué à 50 mm par seconde. Ça, c'est un peu ennuyant. Je vais essayer 50, mais je pense pas. Donc, je pense qu'il faudra faire en plusieurs passes. Bon, alors finalement, il veut bien à 50 mm par seconde et en 5 passes, c'était pas suffisant. Bon, alors voilà, il a bien voulu finir par découper. Donc, c'est petit, hein, c'est précis. Vous voyez la taille de mes doigts. Voilà, la découpe est nette. C'est un peu ennuyant qu'on n'ait pas accès à des paramètres en millimètres par minute quand on fait de la découpe diode. Je l'avais déjà dit avant. Ça, c'est vraiment un point, je pense, de détail. Après, c'est une gymnastique à faire. Et techniquement, je pense que ça va plus vite parce que là, j'aurais découpé, je pense, avec un laser diode 20 watts à 100 mm par minute. Et ici, j'ai fait à 50 mm par seconde en 10 passes. Donc, j'ai pas envie de faire le calcul comme ça, mais je pense que ça va plus vite. Alors, on a vu qu'on avait différents modes avec ce graveur et ben, on va tester les autres modes. Et pour tester un autre mode, je vais utiliser ici une ardoise. Ici, ce que je veux tester, c'est un relief sans vraiment faire du relief, avec une seule couche, donc des images qui sont contrastées de manière à pouvoir donner une illusion de relief. J'ai fait quelques tests de paramètres avant, j'espère que celui-là est bon. Alors voilà, déjà un résultat. Alors c'est sympa, mais je suis pas encore tout à fait satisfait du réglage, ou c'est l'image, ou je ne sais pas. Mais il y a moyen de faire un petit peu mieux, mais je pense que c'est plutôt ma compétence à moi.
que de la compétence du graveur laser. Bon, comme je le disais, voilà, j'ai encore un petit peu essayé de régler et j'ai obtenu un bien meilleur résultat. Bon, ben maintenant je vais essayer le laser en diode ou en fibre avec différents matériaux. Je vous mets un petit passage musical avec quelques tests de matériaux et je vous écris sur l'image avec quel laser je l'ai utilisé. Donc on va commencer ici avec du liège. Alors, il y a un mode que je veux tester, c'est la gravure 3D. Alors, j'ai trouvé ici, je vais tester avec un stylo comme ça. Ce serait mieux avec un Rotary, mais on va tester avec un stylo. Alors, vous voyez ici ma zone avec le bic. Je vais venir prendre mon logo que je vais mettre en mode remplissage, que je vais réduire et que je vais venir positionner sur le stylo. Par contre, normalement, le stylo, il est cylindrique. On a besoin d'un Rotary pour ça. Sinon, on peut perdre un peu de qualité sur les côtés. Et c'est à ça que sert notamment cette option surface 3D. Puisqu'on va venir maintenant choisir une zone. Je vais prendre celle-ci. Et dans cette zone, on va lui demander de faire un maillage. Plus vous faites un maillage fin, ça va jusque 10 sur 10, plus il comprendra vos courbures. Alors vous voyez là, il calcule les points. Donc en fait, il lance chaque fois, il fait un micro-focus en faisant une différence au niveau de là où il a un retour. Et voilà le résultat, ça marche. Ce serait peut-être plus propre avec le Rotary, mais ça marche quand même. Je vais essayer maintenant quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu plus important. Et je vais donc graver sur une gourde comme ceci qui est en aluminium avec une surface recouverte au-dessus. Donc on va retourner dans le logiciel pour faire le maillage. Je vois donc ici ma gourde et je vais écrire le nom de mon fils ici sur le côté. Je viens choisir les paramètres pour graver sur l'inox coloré. Et puis, je vais écrire le texte que je mets en mode remplissage et que je vais mettre dans cette police de caractères-là. Et alors, le texte va devoir suivre la courbure, évidemment. Je viens sélectionner la zone où je veux qu'il fasse son maillage. Et en gros, je vais sélectionner la zone autour de mon texte. Je viens sur une grille de 10 sur 10 et je confirme le maillage. Vous pouvez voir ici qu'il a trouvé une courbure. Alors, la représentation de la courbure n'est pas toujours nickel. C'est probablement une question logicielle. On va quand même voir si ça grave bien comme il faut. Comme vous pouvez le voir, ça a gravé. Alors, ça a marqué quelques petites lignes ici. Je ne sais pas exactement c'est dû à quoi, si c'est le modèle, la gourde, le logiciel. Mais en tout cas, le marquage s'est fait et ça a bien suivi la courbe. On n'a pas comme ça de différence de focus. Donc, ça marche plutôt bien. Alors, je voulais encore essayer sur un modèle un petit peu plus organique et voilà, je vais tester sur une impression 3D, ici, un Pokémon et on va lui tatouer sur la fesse. Donc voilà, et je vais demander à mon maillage, je vais faire mon maillage ici sur la zone où je vais lui mettre sur la fesse, tiens. Un truc sur sa fesse, hop. Je viens lui faire prendre les points de mesure. Bon, alors manifestement, ça c'est sa fesse, on va le croire. Et on va lui faire un petit tatouage de Noël, par exemple, ce petit flocon. Je vois ici une prévisualisation en 3D d'où va se mettre le flocon.
Et je vais lancer la gravure. Et voilà, là ça marque bien aussi, hein, ça épouse bien les formes du modèle, donc c'est une fonctionnalité qui est en fait vraiment très pratique. Bon, alors un dernier mode qu'on va explorer, c'est le mode batch filling, donc celui où normalement on veut graver sur une pièce, mais il va trouver les autres pièces sur le plateau grâce à la caméra et positionner pour pouvoir faire une gravure plusieurs à la fois. Donc ici j'ai mis 4 petits médaillons en inox, et bien on va utiliser le laser fibre pour tester ça. Vous voyez ici que sur mon plateau, on voit bien mes 4 objets. Je vais d'abord faire focus sur un objet. Ensuite, je vais venir prendre, pour tester, un petit symbole, une petite rose par exemple, ou une petite fleur. J'aurais aimé un petit cœur, mais il n'y a pas de petit cœur ici. À moins que c'est dans les basiques. Et voilà, un petit cœur dans un petit cœur. Je vais le positionner ici. Et on va se mettre en mode Positioning Processing. Il vient faire une photo de ma zone. J'analyse les pièces. J'ai 4 objets. Là, il me demande, ça doit ressembler plus ou moins à combien? Je vais dire, allez, 50%. Je ne veux pas le convoyeur. Je viens choisir mon matériau. Je lance la gravure. Là, il fait une photo. Et il a détecté tous mes objets. Alors, il n'a pas bien placé précisément au centre certains. Donc, je peux ou ni dans le bon angle. Mais en tout cas, il a détecté qu'il y avait 4 objets. Je vais venir faire le marquage. Donc ça a gravé, mais ça n'a pas gravé bien au centre par rapport au positionnement sur le plateau. Bon, ça c'est peut-être bien une question de mise à jour. Je rappelle que c'est encore une machine de pré-série que j'ai et que elle n'est pas encore optimale au niveau des réglages, des firmware, etc. Mais ça nous donne déjà une idée. Allez, on a déjà bien assez regardé la machine. Passons à la conclusion. Bon, alors quelle conclusion je pourrais donner pour ce graveur fibre diode bleue? Alors, je dois déjà nuancer un petit peu ma conclusion, nuancer par le fait que je rappelle que c'est une machine de pré-série que j'ai reçue. Au moment où le Kickstarter va être lancé, ça va faire à peu près 2 mois que j'ai la machine. Et les ingénieurs continuent de travailler dessus. Et d'ailleurs, c'est un des points que j'aime évaluer quand j'ai la chance de pouvoir travailler avec une marque qui va lancer un Kickstarter, c'est de savoir si, quand ils annoncent que le Kickstarter sera dans plusieurs mois, est-ce qu'ils profitent de cette période pour vraiment écouter les retours des personnes qui ont déjà pu avoir accès à la machine et corriger, adapter. J'ai vu ça avec certaines marques. Il y a d'autres marques avec lesquelles, en fait, non. Ils corrigent pas tant que ça et ils sortent un produit qui n'est pas valable, qui ne fonctionne pas bien. Ici, il y a déjà eu pas mal de retours et ils sont dynamiques. Alors que c'est pas leur premier produit, c'est une société qui vend déjà des lasers, donc ils ont déjà une expérience. Ils savent comprendre et modifier la machine pour qu'elle soit meilleure au moment de la sortie. Et je pense qu'on est face à ce cas de figure ici. Alors, globalement, la machine que j'ai là, qui est pré-série, est déjà très fonctionnelle. J'ai eu 2-3 fois des choses où je me suis dit, tiens, ça fonctionne pas aussi bien que ce que j'aimerais. Et je pense que c'est plus à cause du logiciel qu'à cause de la machine en elle-même. Voilà. Après, les retours sont faits et des choses vont être corrigées. Le logiciel va mûrir et va être amené à être également mis à jour et corrigé. Et personnellement, je suis assez convaincu qu'au moment au moment où, si vous êtes intéressé par cette machine, elle vous sera envoyée, vous aurez une machine quand même équilibrée qui fonctionne globalement comme ils promettent de le vendre. Alors, le seul point où je regrette un peu, c'est au niveau de l'écran. Il est joli, ça fait technologique, mais en fait, ça sert pas à grand chose. On appuie pour démarrer la gravure, on coupe pour arrêter. On n'a pas vraiment accès à un module learning avec une liste de nos fichiers dedans, etc. Voilà, ça aurait été mieux. Mais sinon, globalement, la machine en elle-même fonctionne très très bien. Au niveau du capot, mais ça j'ai fait le retour, ils doivent redesigner pour que ce soit un peu plus fluide à bien le refermer. Mais je préfère largement le capot qui s'ouvre comme ça sur le côté qu'un capot qui monte et qui descend. Et au niveau du logiciel, je l'ai dit, il y a quelques petites améliorations qui peuvent donner, des petites améliorations qui nous rapprocheraient un petit peu de ce qu'on a l'habitude avec Lightburn. Je ne sais pas, à ce moment-ci, au moment où j'ai enregistré la vidéo, le laser n'était pas encore compatible avec Lightburn, mais les autres lasers de la marque le sont. Donc
Je pense qu'ils vont faire en sorte que ce soit compatible avec Lightburn. Alors je m'avance, hein, mais j'espère en tout cas. C'est plutôt un message que je peux leur porter. Alors s'il vous plaît, faites qu'il soit compatible avec Lightburn, parce que on peut préférer malgré tout utiliser Lightburn. Moi, je trouve que le logiciel qui donne pour quelqu'un qui commence est vraiment très bien. Voilà, c'est un logiciel qui est plutôt intuitif. On a quand même déjà une série de fonctionnalités, même des fonctionnalités plutôt avancées, mais il y a des choses qui nous manquent par rapport à Lightburn pour ceux qui ont un usage déjà plus avancé, pour ceux qui ont des habitudes avec Lightburn, il y a des choses qui peuvent nous manquer. Voilà, donc avoir cette flexibilité, hein, permettre aux clients d'avoir ce choix, c'est quelque chose qui est peut-être pas plus mal. Toujours est-il que si vous êtes curieux par ceci et que vous vous dites, est-ce que ça va être un Kickstarter foireux? Je ne pense pas. Oh, je ne sais pas si on l'entend ou si je vais devoir m'emmerder à retirer ça sur la piste de son. Mais je pense qu'on a les ouvriers les plus lents du monde à côté de chez nous. Ils font des travaux, ça va faire 1 mois pour faire une cuisine. Et ça fort tous les jours, et ça fait vibrer dans toute la maison. Et il m'est incapable de pouvoir enregistrer. J'en ai ras-le-bol. Bon, je reprends ma prise de vue. Désolé pour le petit coup de gueule, mais c'est infernal. Voilà, bon, bref. J'essaye de reprendre mes esprits. La machine, pour moi, a globalement bien fonctionné, avec des petits points de faiblesse qui doivent encore être améliorés, notamment au niveau du logiciel. L'ergonomie générale de la machine que j'ai déjà là maintenant, je la trouve plutôt bien. Le logiciel fera l'affaire pour les personnes qui ne sont pas habituées à utiliser Lightburn, et donc comme je le dis, j'espère qu'ils nous donneront accès à Lightburn avec cette machine un petit peu plus tard. Pour le reste, si on ne prend pas le Rotary, la fonction 3D permet déjà de faire des choses. Alors je pense que c'est mieux et ça va plus vite et c'est plus propre si on prend le Rotary pour ce genre de choses. Par contre, pour des surfaces très irrégulières, moi je n'avais pas vraiment de quoi tester, mais ça a l'air de faire pas mal l'affaire. Le batch engraving également, même si moi personnellement c'est pas le genre de fonction que j'utilise. Et oui, également, sauf que là, il y a un petit bug au niveau logiciel. Et encore une fois, ça va devoir être corrigé. Bref, une agréable surprise, un produit que personnellement je peux recommander, une marque que je ne connaissais pas, je dois avouer, mais après avoir un peu regardé ce qu'ils faisaient avant d'accepter la collaboration, j'ai vu que ils font quand même des produits qui sont en général plutôt bien considérés. Donc voilà. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et je vous dis à la prochaine.